5 kilomètres de front, la plus formidable armada de tous les temps vogue vers la France, refaisant à l'envers le trajet de Guillaume le Conquérant 9 siècles plus tard. 5000 bateaux, protégés par 700 navires de guerre, survolés par 13 000 avions et transportant 140 000 hommes de troupes. Au milieu de la Manche, la tempête n'est pas encore apaisée, pourvu que la météo ne se soit pas trompée. On peut enfin décacheter les ordres de marche. Non, ce n'est pas le Pas-de-Calais, c'est la Normandie. Pendant ce temps, sur les aéroports d'Angleterre, 20 000 parachutistes s'apprêtent pour le grand saut. 2 divisions américaines, la 101e Général Maxwell Taylor, la 82e Généraux Ridgway et Gavin, et une division britannique, la 6e Général Gale. Cotentin, le vent a dévié les avions de leur route. Les pilotes cherchent leur drop zone et les signaux des éclaireurs. Go, 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 hurlent les sergents et tout le monde saute, un peu au hasard, éparpillé sur 40 kilomètres. On tombe où on peut, dans les arbres, dans les jardins potagers, dans les marais, où l'on se noie. Voici l'objectif du débarquement. La région comprise entre la vallée de la Vire et la vallée de l'Orne. La sécurité avait été assurée par 2 lâchers de parachutistes. Un autour de Sainte-Mère-Église, 2 divisions américaines, l'autre à l'est de Caen, une division parachutiste britannique. Et le débarquement allait se dérouler sur 5 plages baptisées de noms de code. Sword, devant Ouistreham, une plage britannique. Juno, devant Courseulles, une plage canadienne. Gold devant Arromanches, une autre plage britannique et 2 plages américaines, Omaha Beach à côté de Vierville et Utah Beach devant Sainte-Marie-du-Mont. Au total, 9 divisions alliées, soit environ 200 000 hommes, en face d'elles 9 divisions allemandes, soit à peu près le même effectif. Les Alliés n'avaient donc pas la supériorité terrestre et ils ne pouvaient gagner que s'ils disposaient d'une absolue supériorité aérienne. Quand les péniches de débarquement approchent des plages, les avions pilonnent la côte depuis l'aube. C'est le moment. Plus le temps de penser à la peur qui vous tient aux tripes. Plus le temps de penser à sa mère ou à sa fiancée. Plus le temps de penser au mal de mer. Plus le temps de penser à rien. Pourtant, à Utah Beach, tout se passe bien. La première vague d'assaut est conduite par le général Teddy Roosevelt, 57 ans, cousin du président. Noblesse oblige. L'aviation a écrasé le mur de l'Atlantique.
Quelques territoriaux allemands assommés par le bombardement se rendent sans vraiment combattre. Et on s'enfonce immédiatement à l'intérieur des terres pour aller faire la jonction avec les parachutistes à Sainte-Mère-Église. Sur la plage d'Omaha, c'est l'enfer. L'aviation alliée a raté ses objectifs, les défenses allemandes sont intactes. Les tanks amphibies ont été mis à la mer trop tôt. Ils coulent l'un après l'autre. La première vague d'assaut est clouée au sol, mais il en arrive toujours d'autres, une deuxième, une troisième, une quatrième. La marée monte. Des milliers d'hommes s'entassent entre la mer et la falaise. Alors le général Cotta se lève et entraîne une poignée d'hommes à l'assaut des blockhaus. Le débarquement d'Omaha est réussi, mais à quel prix? 2000 morts, blessés ou disparus. Sur les plages anglaises, Gold et Sword, les Tommies se souviennent de la prière de Lord Ashley avant la bataille. Mon Dieu, dans quelques instants, je vais être très occupé. Je vais sûrement vous oublier. Mais vous, ne m'oubliez pas. La première brigade de commando débarque devant Ouistreham. Le colonel Dawson, chef d'état-major, laisse les 2 péniches qui transportent les Français du commando Kieffer prendre quelques mètres d'avance. Messieurs les Français, tirez... Et nous avons progressé, je me rappelle très bien, je courais derrière un char. Et tout d'un coup, il y a 2 ou 3 civils qui sont sortis et qui nous ont fait des signes. Ils nous prenaient pour des Anglais d'ailleurs, puisque nous avions l'uniforme anglais. On a juste eu le temps de leur dire quelque chose en français, ce qui les a sidérés, et puis on est passé. Mais c'était quand même émouvant. Et nous sommes venus par derrière pour attaquer le casino. Et c'est là où vraiment il y a eu des combats assez durs. Au prix de lourdes pertes, le commando Kieffer s'empare du blockhaus que les Allemands ont construit à la place du casino de Rivabella. Alors, on peut continuer vers le pont de Bénouville. Sur la place Junot, à Courseul, les Canadiens se heurtent à une vive résistance. Mais les chars amphibies écrasent les nids de mitrailleuses et ouvrent la brèche. À midi, les Britanniques sont solidement installés sur les plages et le matériel lourd commence à débarquer. À 4 heures de l'après-midi, c'est-à-dire 10 heures après le débarquement, la seule division blindée de Rommel, la 21e Panzer, lance une contre-attaque. En chemin, les Allemands découvrent à leur tour la Jeep, un jouet pour faire la guerre. En fin de journée, la 21e Panzer atteint la plage à Luc-sur-Mer.
Rommel avait raison. C'était là qu'il fallait livrer bataille. Maintenant, il est trop tard. Les panzers-grenadiers contemplent, impuissants, la machine de guerre alliée qui, sur un front de 80 km, déferle sur le continent. Et ils font demi-tour. Au soir du 6 juin, les Alliés n'ont pas atteint tous leurs objectifs. À l'ouest, la jonction s'est opérée entre Utah Beach et les parachutistes. Vierville, Omaha Beach, est étroitement encerclée par les Allemands et les Britanniques eux-mêmes sont coupés en deux par la contre-attaque allemande sur Luc-sur-Mer. Caen, qui était l'objectif principal du jour J, est toujours aux mains des Allemands. Hitler a enfin compris. De tous les coins d'Europe, de Russie, d'Allemagne et surtout de France, les renforts allemands se dirigent vers la Normandie. Il fait chaud à Suez, il fait chaud à Suez, répète la BBC. C'est le signal. La résistance entre dans la bataille. Dans toute la France, 30 000 maquisards, armés seulement de mitraillettes et d'explosifs, harcèlent les convois allemands pour ralentir leur marche. C'est l'opération Tortue. Cette action, dira plus tard Eisenhower, nous a économisé 5 divisions. La répression est féroce. Les Alliés disposent maintenant d'une solide tête de pont, mais ils n'ont aucun port important. Et en attendant la construction des ports artificiels, il est urgent de prendre Cherbourg. C'est pourquoi le général Bradley décide d'abord de couper la presqu'île du Cotentin en attaquant vers Barneville, et ensuite, une fois les forces allemandes coupées en deux, de marcher par Montebourg et Valognes sur la forteresse de Cherbourg. Les Américains remontent le Cotentin sur une route jalonnée de villages en ruine. Pour les Normands, la libération a deux visages, celui de la guerre, mais aussi celui de l'amitié. Avant les autres Français, ils apprennent quelques mots d'américain, GI, Jeep, Jerrycan, OK, thank you. Après de durs combats à Valognes et à Montebourg, les Américains approchent de Cherbourg. Les Allemands en ont fait un camp retranché. Hitler accablé, même si le pire devient pire encore. Cherbourg doit être défendu jusqu'au dernier homme. Toute l'Allemagne vous regarde. Pendant toute une semaine, il faut nettoyer la ville, maison par maison. Avant de capituler, les Allemands font sauter toutes les installations du port. Le 30 juin, c'est la fin. Avec 800 survivants, le général von Schlieben se rend au général Collins. Hitler pique une crise de rage et dit « Cette grande gueule de Schlieben n'était qu'un grand lâche ». Cherbourg est pris, Cherbourg dont il ne reste rien. En 19 jours, un temps record, le génie américain aidé par les ouvriers français va remettre le port en état. Mais depuis 2 semaines, les Alliés disposent déjà de 2 ports, des ports artificiels. On comprend maintenant à quoi servaient ces immenses jeux de cubes, fabriqués en secret en Angleterre et qui ont suivi la flotte de débarquement à travers la Manche. Des dizaines de bateaux ont été sabordés pour former des brise-lames.
Puis 230 caissons des Phoenix ont été coulés pour faire des digues. Ils ont 60 mètres de long et pèsent 6000 tonnes. Enfin, 18 kilomètres de jetées ont été construites avec des pontons flottants. Le port anglais a été construit à Arromanches et baptisé Winston en l'honneur de Churchill qui a eu l'idée de ce mécano géant. Le deuxième port, le port américain, a été installé devant Saint-Laurent. La panoplie des Alliés réserve chaque jour des surprises aux Allemands. Une semaine après le débarquement, les Américains ont construit 45 pistes d'atterrissage en grillage métallique. On les monte en quelques heures. Perdu sur une plage déserte du sud de l'Angleterre, cette étrange boutique de crème glacée est en réalité une station de pompage secrète. Pour ravitailler le corps expéditionnaire en essence, Churchill a aussi eu l'idée de ce pipeline dénommé Pluto, que d'énormes bobines déroulent et déposent au fond de la Manche. Montgomery, qui piétine devant Caen depuis 3 semaines, décide le 26 juin de lancer une grande offensive, l'opération Epsom. Mais le temps est couvert et les avions alliés ne peuvent pas décoller pour soutenir l'avance des Sherman. Cinq divisions blindées de SS attendent l'attaque des Écossais. Ils sont équipés de Tigres, chars de 48 tonnes, armés du fameux canon de 88. Les Tigres ont matraqué les blindés alliés. Un seul équipage a détruit 16 Sherman en 1 heure. L'opération Epsom est bloquée. Montgomery veut en finir et décide de pulvériser les défenses allemandes. Le 7 juillet, il lâche 467 bombardiers lourds sur Caen avant d'attaquer la ville de front. Dans le fracas des chaînes antimines, les chars Cromwell se mettent en branle le 18 juillet à 5h30 du matin. Les Tigres ayant été mis hors de combat par le bombardement, les divisions anglaises atteignent la ligne de chemin de fer à Cagny et avancent facilement dans la plaine. Soudain, ils sont pris à partie par les batteries de 88 de la DCA allemande. Les Allemands utilisent de nouvelles armes anti-chars comme les Goliath, téléguidés, et les lance-roquettes, imitation des orgues de Staline. Plus de 100 chars anglais sont détruits. L'opération Goodwood est stoppée. Eisenhower estime que le moment est venu de percer, d'autant plus qu'il a la supériorité numérique, puisque les Allemands n'ont plus à lui opposer que 23 divisions, dont les 2 tiers barrent la route de Caen à Paris. C'est pourquoi il va percer à l'ouest, entre Saint-Lô et la mer, en lançant la 3e armée du général Patton vers Avranches et la Bretagne. Et l'opération Cobra, le 25 juillet, commence par un fantastique bombardement des lignes allemandes.
Les chars du général Hodges ont percé, l'armée Patton s'engouffre dans la brèche et l'avance des GI à travers les villes libérées commence à prendre un air de victoire. Pour les Allemands, la situation devient très inquiétante. Ils n'ont aucune résistance à opposer à Patton qui se répand en Bretagne, vers Brest, Nantes, Le Mans. D'autre part, Montgomery, de Caen, essaie d'atteindre Falaise. Un encerclement paraît se dessiner. C'est à ce moment-là qu'Hitler donne l'ordre aux Panzerdivision d'attaquer de Mortain vers Avranches pour couper le territoire tenu par les Américains là où il est le plus étroit et atteindre la baie du Mont-Saint-Michel. Ayant roulé toute la nuit pour éviter les attaques aériennes, 5 divisions Panzer surprennent les Américains. Mais au jour levé, ils sont repérés par 10 escadrilles de Typhon de la Royal Air Force armée de roquettes. « 162 chars détruits, les Panzer SS sont décimés. Pour la première fois dans l'histoire militaire, se lamentent les généraux allemands, une puissante offensive terrestre a été arrêtée uniquement par l'aviation. Sur les plages normandes, les renforts alliés ne cessent d'affluer. Le 1er août, la 2e DB débarque à Utah Beach, 3 ans après le serment de Kufra. Trois ans après que le général Leclerc, parti du Tchad, ait juré de ne pas déposer les armes avant que le drapeau français ne flotte sur Paris et sur Strasbourg. « 16 000 hommes, 410 blindés, 650 canons français se joignent aux armées américaines dans un vaste mouvement tournant vers le sud. Dans un trait de génie, le général Bradley a eu l'idée d'encercler les débris des 3 armées allemandes qui refluent maintenant vers la Seine. Les Anglais referment la tenaille par le nord. Le 14 août, soutenus par 1000 bombardiers et 720 canons, 900 chars canadiens lancent une charge blindée en direction de Falaise. Et le 16 au matin, les Canadiens prennent Falaise et le château de Guillaume le Conquérant. Alors Montgomery téléphone à Bradley, rendez-vous à Chambois. Et le 19, les Alliés font leur jonction dans ce petit village sur la Dive. 10 divisions allemandes sont prises au piège. Sur le mont Ormel, les Polonais du général Maczek gardent l'entrée de la poche de Falaise. Montgomery leur a dit « Vous êtes le bouchon, tenez bon ». C'était une massacre, c'est un champ de bataille qui restait un souvenir atroce de cette guerre. C'est un second Stalingrad. En 2 jours,
2 armées allemandes ont fondu dans le chaudron de falaise. En 2 jours, Hitler a perdu ses meilleurs régiments, l'élite de ses parachutistes et ses redoutables divisions Panzer-SS qu'il avait si longtemps hésité à jeter dans la bataille. « 200 000 morts, blessés ou prisonniers. » La bataille de Normandie a duré 2 mois et 15 jours, plus de 2 longs mois. Mais la route de Paris est ouverte. Le 19 août, la capitale se soulève et la 2e DB vole à son secours. Ils sont pris à partie par les batteries de 88 de la DCA allemande. Les Allemands utilisent de nouvelles armes anti-chars comme les Goliath, téléguidés. Et les lance-roquettes, imitation des orgues de Staline. Plus de 100 chars anglais sont détruits, l'opération Goodwood est stoppée. Eisenhower estime que le moment est venu de percer, d'autant plus qu'il a la supériorité numérique, puisque les Allemands n'ont plus à lui opposer que 23 divisions, dont les 2 tiers barrent la route de Caen à Paris. C'est pourquoi il va percer à l'ouest, entre Saint-Lô et la mer, en lançant la 3e armée du général Patton vers Avranches et la Bretagne. Et l'opération Cobra, le 25 juillet, commence par un fantastique bombardement des lignes allemandes. Les chars du général Hodges ont percé, l'armée Patton s'engouffre dans la brèche et l'avance des GI à travers les villes libérées commence à prendre un air de victoire. Pour les Allemands, la situation devient très inquiétante. Ils n'ont aucune résistance à opposer à Patton qui se répand en Bretagne, vers Brest, Nantes, Le Mans. D'autre part, Montgomery, de Caen, essaie d'atteindre Falaise. Un encerclement paraît se dessiner. C'est à ce moment-là qu'Hitler donne l'ordre aux Panzerdivision d'attaquer de Mortain vers Avranches pour couper le territoire tenu par les Américains là où il est le plus étroit et atteindre la baie du Mont-Saint-Michel. Ayant roulé toute la nuit pour éviter les attaques aériennes, l'armée Patton s'engouffre dans la brèche et l'avance des GI à travers les villes libérées commence à prendre un air de victoire.
Allemands, la situation devient très inquiétante. Ils n'ont aucune résistance à opposer à Patton qui se répand en Bretagne, vers Brest, Nantes, Le Mans. D'autre part, Montgomery de Caen essaie d'atteindre Falaise. Un encerclement paraît se dessiner. C'est à ce moment-là qu'Hitler donne l'ordre aux Panzerdivision d'attaquer de Mortain vers Avranches pour couper le territoire tenu par les Américains là où il est le plus étroit et atteindre la baie du Mont-Saint-Michel. Ayant roulé toute la nuit pour éviter les attaques aériennes, 5 divisions Panzer surprennent les Américains. Mais au jour levé, ils sont repérés par 10 escadrilles de Typhon de la Royal Air Force armée de roquettes. « 162 chars détruits, les Panzer SS sont décimés. Pour la première fois dans l'histoire militaire, se lamentent les généraux allemands, une puissante offensive terrestre a été arrêtée uniquement par l'aviation. Sur les plages normandes, les renforts alliés ne cessent d'affluer. Le 1er août, la 2e DB débarque à Utah Beach, 3 ans après le serment de Kufra. Trois ans après que le général Leclerc, parti du Tchad, ait juré de ne pas déposer les armes avant que le drapeau français ne flotte sur Paris et sur Strasbourg. « 16 000 hommes, 410 blindés, 650 canons français se joignent aux armées américaines dans un vaste... Mais ils n'ont aucun port important. Et en attendant la construction des ports artificiels, il est urgent de prendre Cherbourg. C'est pourquoi le général Bradley décide d'abord de couper la presqu'île du Cotentin en attaquant vers Barneville, et ensuite, une fois les forces allemandes coupées en deux, de marcher par Montebourg et Valognes sur la forteresse de Cherbourg. Les Américains remontent le Cotentin sur une route jalonnée de villages en ruine. Pour les Normands, la libération a deux visages, celui de la guerre, mais aussi celui de l'amitié. Avant les autres Français, ils apprennent quelques mots d'américain, GI, Jeep, Jerrycan, OK, thank you. Après de durs combats à Valognes et à Montebourg, les Américains approchent de Cherbourg. Les Allemands en ont fait un camp retranché. Hitler accablé, même si le pire devient pire encore. Cherbourg doit être défendu jusqu'au dernier homme. Toute l'Allemagne vous regarde. Pendant toute une semaine, il faut nettoyer la ville, maison par maison. Avant de capituler, les Allemands font sauter toutes les installations du port. Le 30 juin, c'est la fin. Avec 800 survivants, le général von Schlieben se rend au général Collins. Hitler pique une crise de rage et dit « Cette grande gueule de Schlieben n'était qu'un grand lâche ».
Cherbourg est pris, Cherbourg dont il ne reste rien. En 19 jours, un temps record, le génie américain aidé par les ouvriers français va remettre le port en état. Mais depuis 2 semaines, les Alliés disposent déjà de 2 ports, des ports artificiels. On comprend maintenant à quoi servaient ces immenses jeux de cubes fabriqués en secret en Angleterre et qui ont suivi la flotte de débarquement à travers la Manche. Des dizaines de bateaux ont été sabordés pour former des brise-lames. Puis 230 caissons, des Phénix, ont à quoi servaient ces immenses jeux de cubes fabriqués en secret en Angleterre et qui ont suivi la flotte de débarquement à travers la Manche. Des dizaines de bateaux ont été sabordés pour former des brise-lames. Puis 230 caissons, des Phénix, ont été coulés pour faire des digues. Ils ont 60 mètres de long et pèsent 6000 tonnes. Enfin, 18 kilomètres de jetées ont été construites avec des pontons flottants. Le port anglais a été construit à Arromanches et baptisé Winston en l'honneur de Churchill qui a eu l'idée de ce mécano géant. Le deuxième port, le port américain, a été installé devant Saint-Laurent. La panoplie des Alliés réserve chaque jour des surprises aux Allemands. Une semaine après le débarquement, les Américains ont construit 45 pistes d'atterrissage en grillage métallique. On les monte en quelques heures. Perdu sur une plage déserte du sud de l'Angleterre, cette étrange boutique de crème glacée est en réalité une station de pompage secrète. Pour ravitailler le corps expéditionnaire en essence, Churchill a aussi eu l'idée de ce pipeline dénommé Pluto, que d'énormes bobines déroulent et déposent au fond de la Manche. Montgomery, qui piétine devant Caen depuis 3 semaines, décide le 26 juin de lancer une grande offensive, l'opération Epsom. Mais le temps est couvert et les avions alliés ne peuvent pas décoller pour soutenir l'avance des Sherman. Cinq divisions blindées de SS attendent l'attaque des Écossais. Ils sont équipés de Tigres, chars de 48 tonnes, armés du fameux canon de 88. Les Tigres ont matraqué les blindés alliés. Un seul équipage a détruit 16 Sherman en 1 heure. L'opération Epsom est bloquée. Montgomery veut en finir. Les tanks amphibies ont été mis à la mer trop tôt. Ils coulent l'un après l'autre. La première vague d'assaut est clouée au sol, mais il en arrive toujours d'autres, une deuxième, une troisième, une quatrième. La marée monte. Des milliers d'hommes s'entassent entre la mer et la falaise. Alors le général Cotta se lève et entraîne une poignée d'hommes à l'assaut des blockhaus. Le débarquement d'Omaha est réussi, mais à quel prix? 2000 morts, blessés ou disparus. Sur les plages anglaises, Gold et Sword,
les Tomies se souviennent de la prière de Lord Astley avant la bataille. Mon Dieu, dans quelques instants, je vais être très occupé. Je vais sûrement vous oublier. Mais vous, ne m'oubliez pas. La première brigade de commando débarque devant Ouistreham. Le colonel Dawson, chef d'état-major, laisse les 2 péniches qui transportent les Français du commando Kieffer prendre quelques mètres d'avance. Messieurs les Français, tirez... Et nous avons progressé, je me rappelle très bien, je courais derrière un char. Et tout d'un coup, il y a 2 ou 3 civils qui sont sortis et qui nous ont fait des signes. Ils nous prenaient pour des Anglais d'ailleurs, puisque nous avions l'uniforme anglais. On a juste eu le temps de leur dire quelque chose en français, ce qui les a sidérés, et puis on est passé. Mais c'était quand même émouvant. Et nous sommes venus par derrière pour attaquer le casino. Et c'est là où vraiment il y a eu des combats assez durs. Au prix de lourdes pertes, le commando Kieffer s'empare du blockhaus que les Allemands ont construit à la place du casino de Rivabella. Alors, on peut continuer vers le pont de Bénouville. Sur la place Junot, à Courseul, les Canadiens se heurtent à une vive résistance. Mais les chars amphibies écrasent les nids de mitrailleuses et ouvrent la brèche. À Sainte-Mère-Église. Sur la plage d'Omaha, c'est l'enfer. L'aviation alliée a raté ses objectifs. Les défenses allemandes sont intactes. Les tanks amphibies ont été mis à la mer trop tôt. Ils coulent l'un après l'autre. La première vague d'assaut est clouée au sol, mais il en arrive toujours d'autres, une deuxième, une troisième, une quatrième. La marée monte. Des milliers d'hommes s'entassent entre la mer et la falaise. Alors le général Cotta se lève et entraîne une poignée d'hommes à l'assaut des blockhaus. Le débarquement d'Omaha est réussi, mais à quel prix? 2000 morts, blessés ou disparus. Sur les plages anglaises, Gold et Sword, les Tomies se souviennent de la prière de Lord Astley avant la bataille. Mon Dieu, dans quelques instants, je vais être très occupé. Je vais sûrement vous oublier. Mais vous, ne m'oubliez pas. La première brigade de commando débarque devant Ouistreham. Le colonel Dawson, chef d'état-major, laisse les 2 péniches qui transportent les Français du commando Kieffer prendre quelques mètres d'avance. Messieurs les Français, tirez... Et nous avons progressé, je me rappelle très bien, je courais derrière un char. Et tout d'un coup, il y a 2 ou 3 civils qui sont sortis et qui nous ont fait des signes. Ils nous prenaient pour des Anglais d'ailleurs, puisque nous avions l'uniforme anglais. On a juste eu le temps de leur dire quelque chose en français, ce qui les a sidérés, et puis on est passé. Mais c'était quand même émouvant.